Le darwinisme social. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, ceci est une bonne question. Si on part d'un point de vue sémantique, ce serait du darwinisme appliqué au niveau sociologique, à la différence du darwinisme ordinaire qui s'applique au niveau biologique. Si on va, comme tout le monde, sur Wikipédia, ce site qui est bien connu pour sa fiabilité et la rigueur scientifique avec laquelle les articles sont écrits, dans la page consacrée au darwinisme social, on peut lire que ce serait une sorte de courant de pensée, qui serait à la fois eugéniste et en faveur d'une compétition sociale entre les individus, sans vraiment savoir où la personne qui a écrit l'article a été chercher ses définitions. La page en anglais, elle, est mieux écrite. On nous dit notamment que le darwinisme social est un concept inconsistant, car toutes sortes de penseurs et d'idées ont été qualifiés de darwinisme social, mais que peu de gens se sont revendiqués eux-mêmes du darwinisme social. Pourquoi le darwinisme social serait un extraterrestre de la pensée politique? Eh bien, en astrophysique, il y a parfois des phénomènes inexpliqués, qu'on impute à des extraterrestres. Par exemple, cette théorie des canaux sur Mars, que certains pensaient être l'œuvre d'une civilisation extraterrestre, alors que c'était simplement un effet d'optique, dû à la mauvaise qualité des télescopes. Ou encore la première fois qu'on a détecté des ondes électromagnétiques émanant d'une étoile à neutrons. Les astrophysiciens avaient surnommé ce signal LGM-1 pour Little Green Man, car l'origine du signal était encore inconnue. De la même manière que certains imputent toutes sortes de phénomènes cosmiques comme étant l'œuvre de créatures extraterrestres, certains qualifient de darwinisme social toutes sortes d'idées et de concepts politiques aux origines complètement différentes. Et de la même manière qu'aucun extraterrestre ne s'est jamais manifesté, aucun auteur politique ne s'est jamais revendiqué du darwinisme social. On trouve beaucoup de gens qui écrivent des articles pour critiquer le darwinisme social, mais personne pour en faire l'apologie, ce qui veut dire que le darwinisme social est ce qu'on appelle en rhétorique un homme de paille, un adversaire imaginaire créé pour le critiquer. C'est pour cela que l'analogie avec les extraterrestres est bien choisie. On a des raisons de penser qu'il peut exister, et qu'il pourrait être à l'origine de certains phénomènes, mais jusqu'à présent ce n'est pas le cas. C'est pareil pour le darwinisme social. On pourrait penser que c'est un courant de pensée qui existe, et qui serait à l'origine de certaines idées. La première personne à avoir utilisé l'expression de darwinisme social est un Britannique du nom de Joseph Fisher, en 1877, dans un article intitulé « Histoire de la propriété foncière en Irlande ». L'utilisation de l'expression est utilisée pour décrire l'apparition de pratiques foncières qui seraient survenues dans un processus de darwinisme social, suite à l'introduction de certaines législations. Donc on est bien loin de ce que pourrait évoquer le darwinisme social aujourd'hui. L'utilisation de l'expression darwiniste social a été utilisée ces 120 dernières années pour qualifier à la fois des positions en faveur de l'économie de marché, de l'eugénisme, de l'impérialisme, du militarisme, de la méritocratie et du contrôle démographique. De manière générale, toute personne intégrant des éléments biologiques dans le fonctionnement des sociétés humaines, ou simplement faisant des analogies avec celles-ci, peut se voir traitée de darwiniste social. Ce qui n'est pas sans ironie, puisque des anarchistes comme Émile Gautier en France, qui avait écrit un pamphlet pour dénoncer le darwinisme social, qu'il entend comme l'utilisation du darwinisme pour justifier la politique libérale du laisser-faire, utilisait lui-même des arguments darwinistes pour défendre ses positions anarchistes, à l'instar de Kropotkin en Russie, critiquant l'utilisation du darwinisme pour justifier la compétition individuelle, mais utilisant le darwinisme pour soutenir la thèse que l'entraide favorise la survie face à l'adversité. Maintenant, est-ce que l'utilisation de l'expression darwinisme social a une quelconque pertinence? On associe des penseurs comme Herbert Spencer, Thomas Malthus, Francis Galton ou William Sommer comme étant des pionniers en matière de darwinisme social, bien qu'il n'ait jamais été identifié comme tel avant les années 1930, période durant laquelle l'expression s'est popularisée, et l'étiquette distribuée à un peu tout le monde. Herbert Spencer était un économiste et un biologiste contemporain de Darwin. Il est l'inventeur de l'expression « la survie du plus apte ». Mais Spencer n'a jamais été darwiniste. Le travail de Spencer consiste à faire une analogie entre des phénomènes biologiques et des phénomènes socio-économiques. De la même manière qu'un organisme inadapté meurt, un acteur économique inapte fait faillite. Spencer ne propose pas un nouvel ordre politique inspiré de théories biologisantes. Il s'inscrit dans le libéralisme classique du XIXe siècle et se sert d'analogie avec la biologie pour justifier des doctrines économiques libérales. William Sumner est un sociologue américain qui fut qualifié de darwiniste social pour avoir théorisé qu'il y avait deux luttes pour la survie. Une lutte face à l'environnement pour obtenir des ressources et une autre lutte face aux autres hommes pour ces mêmes ressources. Mais c'est surtout d'avoir dénoncé le sophisme du droit naturel qui lui a été reproché. Il dit à ce propos dans une citation qu'on peut traduire par « Devant le tribunal de la nature, un humain n'a pas plus de droit à la vie qu'un cloporte, pas plus le droit à la liberté qu'une bête sauvage. Son droit au bonheur n'est rien de plus qu'une licence de maintien à la lutte pour la survie. »
À l'instar de Spencer, Sumner était aussi un libéral classique. Tous deux étaient également antimilitaristes et anti-impérialistes. Leurs idées étaient plus ou moins que la compétition entre les hommes devait être contenue et s'exercer dans le domaine économique. Thomas Malthus était un prêtre britannique, qui a écrit sur la démographie de l'Angleterre, s'inquiétant d'une natalité incontrôlée conduisant à la surpopulation du pays, et d'une potentielle famine en conséquence. Les progrès technologiques en matière d'agriculture permirent d'éviter ce scénario, bien que l'augmentation rapide et massive de la population entraîna néanmoins son appauvrissement général, une époque très bien décrite dans le roman de Charles Dickens, Oliver Twist. Malthus n'a jamais connu Darwin. Celui-ci était mort bien avant que Darwin ne publie son livre sur l'origine des espèces. Donc le qualifier de darwiniste social est profondément anachronique et conceptuellement imbécile. Malthus était en faveur d'un contrôle des natalités, alors que dans l'idée d'un darwinisme social, les individus devraient être livrés à eux-mêmes dans la survie du plus apte. Francis Galton est quelqu'un dont j'ai déjà eu l'occasion de parler dans ma vidéo sur l'eugénisme. C'est lui qui a créé le mot. Galton était le cousin de Darwin, et bien entendu darwiniste. Mais pour les mêmes raisons qu'il est conceptuellement imbécile de qualifier Malthus de darwiniste social, il en va de même pour les eugénistes. L'eugénisme vise à sélectionner artificiellement les gènes désirables et de rejeter des gènes indésirables. On n'est pas du tout dans un cadre de compétition entre les individus, de lutte pour la survie ou de sélection naturelle. La méritocratie est une idée s'inscrivant en parallèle du libéralisme, s'opposant aux privilèges aristocratiques héréditaires, les gens devant être jugés sur leur mérite et non sur leur statut de naissance. Même s'il est possible de faire des parallèles entre le darwinisme et la méritocratie, comme il est possible de faire des parallèles avec le libéralisme économique, la méritocratie est une idée bien plus ancienne que le darwinisme, et ne se base pas sur des arguments darwinistes pour se justifier. La méritocratie se justifie par le fait qu'une personne doit avoir les compétences pour occuper un poste ou une fonction, et non de par son statut social ou de ses relations. La méritocratie n'est pas l'idée que chacun doive se démerder et que les meilleurs arriveront naturellement au sommet. Au contraire, la méritocratie consiste à faire en sorte que chacun puisse avoir la chance d'arriver au sommet. Pour ce qui est des discours impérialistes et militaristes, dans une lutte des nations pour leur survie, le qualificatif darwiniste social apparaît très peu avant les années 1930, mais augmente de manière exponentielle à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, dans le cadre de la propagande de guerre des anglo-saxons à l'encontre de l'Axe. C'est durant cette période que l'expression darwinisme social devient un fourre-tout, qui amalgame toutes sortes d'idées qui n'ont pas grand-chose à voir entre elles. Si on parle de lutte et de rivalité entre les États, on n'est pas dans un contexte social, mais dans un contexte géopolitique. Donc on devrait parler de darwinisme géopolitique. Maintenant, quelle analogie on peut faire entre le darwinisme et les relations internationales? Les discours, avec une consonance darwiniste en faveur de l'impérialisme et du militarisme, restent de l'ordre du discours, et ne se traduisent pas par des nouveautés en matière de politique internationale. Comme on peut le voir, le darwinisme social n'est pas un courant de pensée cohérent, mais une étiquette collée par malhonnêteté ou par bêtise sur des idées s'inscrivant dans des idéologies politiques différentes. Et bien qu'une logique darwiniste puisse avoir été utilisée parfois pour justifier certaines idées, ces idées en question ont bien d'autres arguments pour se justifier, au contraire d'une idée réellement darwiniste sociale, qui se justifierait principalement par sa logique darwinienne.